Top. Donc, Melacha, Mordechai, c'est ça. Melacha de Bichoul, c'est-à-dire cuire. Alors, quand on dit cuire, en fait, la définition, comme on a l'habitude de faire dans tous les cours, on a toujours une définition clé de définir l'acte. Quel est l'acte que je suis en train de faire? Alors, l'acte ici qu'on est en train de faire, c'est transformer quelque chose, ou un objet, ou un aliment, ou un liquide. On a départagé comme ça en trois choses. Ou un objet, ou un aliment, ou un liquide, par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Ça, c'est la définition en très bref. Et en fait, tous les cours qu'on a jusqu'à maintenant dans la théorie, c'est de développer ces deux points-là. Qu'est-ce qui s'appelle changer et qu'est-ce qui s'appelle source de chaleur? Donc, il y a beaucoup de détails dans le changement et il y a beaucoup de détails dans la source de chaleur. Et c'est en fait ces deux éléments qui vont nous permettre de répondre à toutes les questions pratiques dans cette mélacha là-bas de Bichoul. Donc, si on prend les trois choses qu'on a vues, au Mishkan d'abord, toujours ça commence par le Mishkan, d'accord, on l'a toujours dit dans les cours. Au Mishkan, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une marmite et on mettait là-bas des graines de couleur, on mettait ça sur le feu et on obtient la peinture. Comment je fais? Je cuis les graines, le jus que j'ai fait, l'eau que j'ai fait bouillir avec l'essence des graines qui se rejette par l'intermédiaire de la chaleur, ça nous donne une peinture. Donc comme ça on faisait au Mishkan. Pourquoi la peinture? Pour toutes les teintures qu'il y avait de toutes les couleurs. C'est une des choses principales du Mishkan. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On cuit. D'accord? Donc il y a un changement dans l'eau déjà qu'on a fait bouillir, dans les liquides. On passe de l'eau normale à de l'eau bouillie. C'est déjà un certain changement. Et aussi dans les graines. On prend des graines à l'état naturel et on les fait, pas sûr, par l'intermédiaire du feu, ça va ramollir. Quand on les met dans l'eau bouillante. Tout aliment en général que je fais bouillir, il se ramollit. Donc il y a un changement. Et grâce à ce changement, je peux faire sortir tout le concentré de couleur qu'il y a dans ces graines de couleur. Et donc j'obtiens de la peinture. Donc maintenant ça c'est ce qu'il y avait au Mishkan. Donc si maintenant j'essaye de comparer ça à plein de cas pratiques dans la vie de tous les jours, alors on a séparé en trois choses. Première chose, les objets. C'est-à-dire, je prends par exemple un métal dur, je le fais fondre. Donc il y a un changement d'état ici. Et c'est quelque chose d'important. Et tout celui qui s'occupe des métaux, où on a besoin de, par exemple, un vendeur d'or qui a besoin des fois d'acheter de l'or pour refaire un nouveau bijou, il est obligé de passer par la fonte. La fonte, ça fait un changement d'état, de dur à mou. Donc ça, c'est dans les objets. Bien sûr, par la chaleur, par chauffer par une flamme, chauffer dans de l'eau bouillante, peu importe comment il fait fondre. Il est obligé d'utiliser une source de chaleur. Donc ça, c'est les objets. Ensuite, dans les liquides. Dans le liquide, on a vu que si j'ai un liquide, on prend par exemple l'eau du robinet, de l'eau qui n'a jamais été bouillie, et que je fais bouillir. Le fait de faire bouillir un liquide, c'est changement d'état du liquide. Donc qu'est-ce qui s'appelle faire bouillir? On a vu, c'est changement d'état. Voilà, changement d'état dans l'eau. Avec l'eau, il n'y a pas vraiment un changement d'état. Mais du fait que j'ai fait bouillir un minimum à un degré de 45 degrés, de l'eau qui est bouillie à 45 degrés, c'est très différent de l'eau qui est tiède, qui n'a pas encore été bouillie. Une eau bouillie, c'est différent d'une eau qui n'est pas bouillie. Ça, c'est dans les liquides. Dans les aliments, c'est passer d'un aliment cru à un aliment cuit. C'est un changement important. Passer du stade cru au stade cuit, c'est une vraie mélacha, c'est une étape. D'accord, c'est en fait comme dans toutes les étapes. Comme semer, cueillir, battre, tout ça c'est des moudres, tout ce qu'on a vu, trier. Là maintenant on passe de l'état cru à l'état cuit, donc c'est une étape importante. Donc c'est un changement dans les aliments. Maintenant même dans ça on a vu plusieurs étapes. On a vu passer d'un aliment cru à un aliment jusqu'à ce qu'il arrive au tiers de sa cuisson. D'accord? S'il faut un temps X pour que ça cuise, le tiers de la cuisson, ça s'appelle déjà, on va dire, mangeable. Même si c'est pas vraiment bon, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude, mais il y a déjà une transformation aussi. Si je suis pas arrivé au tiers, si je suis pas encore arrivé au tiers de la cuisson, ça s'appelle pas encore un changement. J'ai pas encore transgressé
la melacha de Bichoul. Il faut arriver au tiers de la cuisson. Maintenant, si je continue, c'est-à-dire si avant Shabbat, pardon? Ça va? Oui, tout à fait. Si avant Shabbat, maintenant, si avant Shabbat, j'ai quelque chose qui a été cuit au tiers, et que je passe du tiers à la cuisson complète, alors là aussi, ça s'appelle une transformation. Ça, la transformation, elle n'est pas de cru à tiers de la cuisson, c'est même du tiers de la cuisson à la cuisson totale. D'accord? Tout le temps que mon aliment n'est pas arrivé à la cuisson totale, toute action que je vais faire, ça s'appelle transformer, et ça va être la melacha de Bichoul. Ensuite, au-delà de la cuisson totale, d'accord? Au-delà de la cuisson totale, alors là, ça va dépendre. C'est-à-dire, si je dis cuisson totale d'un aliment, ce sera le cuisson parfaite, jusqu'à ce que c'est totalement cuit. Ni au tiers, ni à la moitié, ni totalement cuit. Dans les liquides, ça sera arrivé à 65 degrés. On a vu qu'il y avait une discussion, est-ce que c'est 45 degrés ou 65 degrés? Tout le monde est d'accord qu'au-delà de 67 degrés, 65 degrés, c'est déjà bouilli et c'est déjà un changement. Si maintenant, j'ai un aliment qui a déjà été cuit, pardon? Donc à 45 degrés, on ne considère pas que l'aliment, qu'il y a un changement d'aliment. Alors justement, De liquide à 45 degrés. bien fait. Justement, on avait expliqué ça en détail, parce que là je fais en très très bref, là, concentré. Mais on a expliqué sur ce point. On a dit qu'il y avait une discussion. Dans toute la halakha, on a expliqué ce principe de discussion. Il y a des discussions, comment définir les choses. Qu'est-ce qui s'appelle bouilli? Il y en a qui disent, dès 45 degrés, ça s'appelle déjà que ça a bouilli. Il y en a qui disent que 65 degrés, il faut attendre pour que ça bouille. D'accord? Donc, puisque maintenant il s'agit d'un acte qui est interdit par la Torah, donc on va être exigeant dans tous les côtés, pour être sûr de faire ça d'après tout le monde. C'est-à-dire que si je fais amener, on va dire, de 10 degrés à 45 degrés, d'après une avis, c'est déjà bouilli, donc c'est déjà transgressé l'interdit. Par contre, pour que ça s'appelle bouilli d'après tout le monde, parce qu'il y a un autre avis qui va plus loin, ce sera seulement si ça arrivera à 65 degrés. Donc je prends le cas extrême, d'accord? C'est pour ça que je dis 45 et 65. C'est-à-dire 65, d'après tout le monde, c'est bouilli. 45, d'après un avis, d'après plusieurs avis même, mais puisque c'est encore discutable, donc, de ne pas se le faire passer jusqu'à 45 degrés, ça s'appellera transgresser l'interdit. Mais dès que j'arrive à 65, ça s'appelle bouilli d'après tout le monde. Donc maintenant, dans ce changement-là, bonsoir Shoshana. Bonsoir, je vais bientôt, excusez-moi du retard. Donc comme j'étais avec Mordechai, donc je refais une petite révision. D'accord, avec toutes les interruptions qu'on a eues. Et donc même maintenant, lorsqu'on arrive avec... David est là aussi? Oui, oui. Ah, c'est ça, je vois affiché. Vous m'entendez pas? Non, c'est bon. Non, je vois affiché dans le cadre, c'est bon. 5, là, c'est bon. Ok, donc maintenant... Je ne suis pas encore connecté. Qui? On va y arriver. Top. Maintenant, on continue. Ici, donc il y a une différence entre les liquides. Maintenant, je suis dans l'étape des changements dans les aliments et les liquides. Il y a une différence entre un aliment qui est arrivé déjà à son changement total, c'est-à-dire qui est totalement cuit, et avec un liquide qui est arrivé à qui est bouilli d'après tout le monde, qui est arrivé déjà à son ébullition d'après tout le monde, c'est-à-dire 65 degrés. Que si le liquide est refroidi, alors là il va y avoir une discussion, est-ce que j'ai le droit de le refaire bouillir? Vous comprenez? C'est-à-dire que ça a descendu, Mordechai, c'est clair? C'est-à-dire j'ai mon niveau je suis arrivé déjà une fois avant Shabbat à 65 degrés, ça a refroidi. Est-ce que ça ressemble à amener, c'est comme si j'avais pris une eau du robinet, pour la première fois je l'amène à 45 ou 65, ou bien c'est différent parce qu'elle a déjà bouilli une fois, et donc ça ne s'appelle pas vraiment un changement. En deux mots, c'est cuire 2 fois, faire 2 fois l'étape de cuisson. Est-ce que le nombre de fois, à chaque fois que je recuis, je veux transgresser l'interdit, ou bien non, ou bien une seule fois, la première fois que j'ai fait ça, même si ça se refroidit. Alors dans les solides, dans tout ce qui est aliments solides, une fois que j'ai déjà cuit,
un poulet, du riz, peu importe, tout aliment solide, que j'ai déjà cuit comme il faut, qui a juste refroidi, il n'y a pas d'interdit de le réchauffer. Même si je l'approche d'une source de chaleur et qu'il se réchauffe, il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce que c'est l'action de transformation elle a déjà été faite. C'est passé de cru à cuit. Le fait de réchauffer, ce n'est pas une vraie transformation. Donc il n'y a pas d'interdit. Par contre, un liquide, il y a une grande discussion. Est-ce que le fait qu'un liquide a déjà bouilli une fois et qui a refroidi, parce que là c'est différent, un liquide qui est froid, il perd de tout son sens. Le vrai sens, c'est qu'il soit chaud. Ou bien non, je dis que quand même il a déjà bouilli une fois. Discussion. Qu'est-ce qu'on fait dans les cas de discussion? Alors là, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Il y a beaucoup de différences entre Sfaradim et Ashkenazim dans Bichoul. Ça, c'est la première. Il y a déjà, dans ce qui est solide, d'après tout le monde, on a le droit de réchauffer. Dans ce qui est liquide, d'après les Sfaradim, qui se rappellent, est-ce que j'ai le droit de, par exemple, j'ai un bouillon qui a déjà bouilli, qui avant Shabbat, à même 90 degrés on va dire, et maintenant je l'ai mis dans mon frigidaire, et Shabbat matin je le sors et je le mets sur la plata. Est-ce que j'ai le droit de le faire réchauffer? Je dirais oui. Alors d'après le Shulchan Aruch, de réchauffer un bouillon qui a refroidi, c'est melechet bichoul. C'est interdit. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est liquide, qui a refroidi, il perd tout son sens. C'est pas comme un poulet qui a refroidi. Vous voyez, tu vois la différence? Oui, d'accord. C'est différent. Il y en a qui disent non, quand même, ça a déjà chauffé une fois. Les Ashkenazim, si jamais ce bouillon n'a pas refroidi totalement, on va dire qu'il est un petit peu encore tiède ou chaud, il n'y a pas d'interdiction de melechet bichoul d'après les Ashkenazim. Mais d'après les Sfaradim, ce bouillon-là, du moment qu'il descend de 65 degrés, le remettre sur une source de chaleur et le refaire bouillir, c'est un interdit de la Torah de Bichoul. D'accord? Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des transformations. On répète, transformation, qu'est-ce qui s'appelle transformation dans les aliments? Dans le liquide, c'est de 0 à 45 degrés. Dans les aliments, c'est de passer de cru à un tiers, et même de un tiers, tant que je n'ai pas terminé la cuisson finale, il y aura toujours un interdit ça s'appellera un changement. Dès que c'est cuit totalement, c'est solide, même si ça refroidit, j'ai le droit de le réchauffer. Il n'y a pas d'interdit. Dans les liquides, c'est une discussion, d'après le Shulchan Aruch, c'est un interdit de bichoul. Maintenant, on a parlé aussi d'une autre chose, c'est lorsqu'on a deux modes de cuisson. Deux modes. C'est-à-dire, on a un mode de... Il y a plusieurs modes de cuisson. Il y a la cuisson au four, il y a la cuisson à l'eau, bouillir, il y a la cuisson en grillé, au feu. Il y a plusieurs sortes de modes de cuisson. Si je change de mode de cuisson et que ça a déjà été cuit, est-ce que ça s'appelle un changement ou pas? Qui se rappelle? Je suis toujours dans le sujet des changements d'état. J'ai un aliment que avant Shabbat j'ai déjà cuit, mais avec un mode. Un mode de cuisson, c'est-à-dire je l'ai cuit au four. Maintenant, je veux prendre cette chose-là, d'accord, qui est déjà et je vais le mettre dans de l'eau bouillante, qui est un autre mode de cuisson, qui s'appelle faire bouillir, pas cuire au four. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et je précise que la chose est totalement cuite avant Shabbat. Qui se rappelle? Moi, je ne parle pas de combien de temps. Donc c'est interdit, c'est un interdit de bichoul? Oui, c'est comme si on recuisait à nouveau. D'après tout le monde? David? David? On écoute David ou... Hein? Je n'entends pas. Est-ce que c'est... M. Chana me dit que c'est interdit. Est-ce que c'est interdit d'après tout le monde? Alors la réponse elle est non, il y a une discussion. Il y en a qui disent que changer de mode, ça s'appelle changer de mode de bichou, donc ça sera interdit. Et il y en a qui disent que non, changer de mode, c'est peu importe, étant donné que ça a déjà été cuit, et je suis déjà passé de cru à cuit, de passer de quelque chose qui a déjà été cuit par un mode, juste de lui réchauffer avec un autre mode, je fais que réchauffer ici, je ne cuis rien, c'est déjà cuit. Même si je change le mode, ça passe pas de cru à cuit. Seulement je change de mode de cuisson. Donc qu'est-ce que c'est permis ou interdit? Il y a une grande discussion là-dessus. D'après les Ashkenazim, c'est interdit.
D'après les Ashkenazim, le Rama est possède que même une chose qui a déjà été cuite. Donc je continue à ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que dans les aliments solides, étant donné que c'est déjà cuit, il n'y a plus de transformation au-delà. Il va y avoir une nuance que si je change de mode, d'accord, de cuisson, on va voir tout de suite un exemple pratique. Si je change de mode de cuisson, d'après les Sfaradim, d'après la majeure partie des poskim Sfaradim, on va dire, c'est permis, peu importe, je réchauffe, peu importe le mode. D'après les Ashkenazim, c'est interdit. C'est comme c'est comme une nouvelle transformation. C'est comme si je passais de cru à cuit. Comme ça les Ashkenazim poussent. Je donne. Pardon? Ah, ok. Ok, c'est là. Donc, on continue. Je vais passer à un cas pratique. Si j'ai des croutons, d'accord, dans la Chazara, je vais mettre on continue en fait le cours de la semaine dernière quand on était dans le cas pratique, et après je vais revenir à la Chazara. On essaye de faire un amalgame de théorie et pratique en même temps. J'ai des croutons. Alors il y a deux sortes de croutons sur le marché. Il y a les croutons à base de pain, les vrais croutons, les vrais, ouais. Et il y a les petits croutons jaunes. Quelle différence entre les deux? On va voir tout de suite. Venez, on commence par les croutons de pain. Est-ce que j'ai une belle soupe là le vendredi soir. Maintenant je veux mettre mes croutons dans ma marmite. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Parce que le pain a changé d'état. Il va se ramollir. Alors, est-ce que j'ai le droit ou pas? Là, on passe à la pratique, il faut dire oui ou non. Là, on ne veut plus rester dans la théorie. Je pense que les croutons, ils sont déjà cuits. D'accord. Donc à partir de là, il n'y a pas une transformation d'état. Et avec le pain, il y a une transformation d'état. Ah, très bien. Le crouton, il est déjà cuit. Quand je le mets dans ma marmite d'eau bouillante qui s'appelle Klérichon, on a vu que c'est une source de chaleur, la marmite qui est en premier degré. Donc je me mets dans une source de chaleur et en fait, qu'est-ce qui va se passer avec mon croûton? Il va devenir plus mou, il va se ramollir avec de l'eau bouillante. Donc la question elle est, est-ce que ça s'appelle changer d'état? Donc Mordechai vient de dire que non, c'est déjà cuit, c'est déjà cuit. C'est pas une transformation, un croûton qui se ramollit, c'est pas une transformation. Ça c'est à moitié vrai. C'est quoi à moitié vrai? Ça veut dire vient de dire tout à l'heure que c'est une discussion. Pourquoi c'est une discussion? Parce que je change de mode ici. Pourquoi je change de mode? Parce que le crouton, comment il a été cuit? Par le four. Le four, c'est pas de l'eau bouillante. En hébreu, ça a même, je sais pas, peut-être en français, on dit ça enfourner, on dit pas cuire. On dit pas je cuis une baguette. On dit j'enfourne une baguette. Pourquoi on change de terme? Parce que c'est un autre mode. C'est le feu qui va... Et même on a expliqué une fois, je crois, dans l'introduction, que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de durcir quelque chose de mou. Une baguette, à la base, elle est molle. Et je la durcis. C'est un autre processus qui se passe ici. Dans les brachot, par exemple, ça change. Ça s'appelle du pain, lechem. Par contre, lorsque je mets un aliment qui est cru dans une marmite bouillante, dans l'ébullition, ça va ramollir. La cuisson, elle va ramollir la chose. C'est un autre mode. Donc c'est une discussion. D'après ceux qui disent que réchauffer, dans tous les cas de figure, c'est permis parce que je ne suis pas passé de cru à cuit, c'est permis. D'après ceux qui pensent que réchauffer en changeant de mode, c'est un problème, c'est les Ashkenazim. On n'aura pas le droit de mettre des croutons dans la marmite. Maintenant, je passe au deuxième crouton. Pourquoi je change? Et je dis qu'il y a ces deux sortes de croutons. Parce qu'il faut vérifier encore, c'est pas quelque chose de sûr 100%, ça va dépendre des chevrottes, ça dépend des... Comment on appelle les chevrottes? Les usines, ouais. Ça dépend d'usine, ça dépend de comment ça a été fabriqué, donc je vous dis les règles. Et après, il faut falloir appliquer. Il y a deux manières de faire ces croutons jaunes. Vous voyez de quoi je parle, les petits croutons, là, les croutons de soupe. Ouais? Vous voyez de quel crouton je parle? Les petits carrés, là, les petits carrés jaunes. Alors ceux-là, ils n'ont pas été enfournés,
Enfin, pas dans, il y en a qu'on peut enfourner, donc c'est comme le croûton de pain. Mais il y en a qui sont faits avec, qui sont metouganim, c'est-à-dire qui sont faits frits. En général, il y a beaucoup de croûtons comme ça qui sont frits. Frits, c'est à l'huile. Et d'après beaucoup de poskim, on pense que quelque chose qui est frit à l'huile, c'est comme le même mode que l'eau bouillante. Ça veut dire que bouillir... Dans un liquide. Pardon? Ils sont trempés dans un liquide en quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire de l'eau qui bout ou de l'huile qui bout, c'est pareil dans le mode. Donc si c'est BMF, par contre il peut avoir des croûtons, ça il faut voir, il faut vérifier comment ça a été fabriqué. Il peut avoir des croûtons comme ça jaunes qui ont été faits avec à peine d'huile et donc ça revient comme si ça a été fait au four. Il faut voir la météo, ça je ne peux pas donner une règle pour sûr, mais en tout cas, en général ces croûtons-là ils sont faits dans de l'huile, ils sont metouganim, c'est-à-dire frits. Alors ça dépend, si ça a été fait avec un petit peu d'huile, donc c'est comme le four, et donc c'est comme on a dit tout à l'heure, ça dépendra, les Ashkenazim on n'aura pas le droit, les Sfaradim on aura le droit. Par contre, si je dis que c'est frit à l'huile, même d'après les Ashkenazim on a le droit, parce que je ne change pas de mode, et c'est déjà cuit. C'est déjà mangeable, c'est déjà cuit, donc le mettre dans la soupe, il n'y aura pas de problème, si ça a été frit avec beaucoup d'huile. Maintenant je reviens au croûton de pain. Quel est l'indice maintenant? J'ai fini la marmite, maintenant j'ai servi de la marmite dans mon assiette. Donc mon assiette, elle s'appelle, comment elle s'appelle mon assiette en termes de halakha? Qui se rappelle des termes ilkhatiques? Deuxième, voilà, cliché, il y a fait. C'est le cliché. Alors, est-ce que j'ai le droit de mettre ces croûtons de pain dans mon assiette où il y a une soupe bouillante? On les trempe dans la soupe. Oui, je les mets dans j'ai une assiette de soupe bouillante que je viens de verser dans le clary jaune. Est-ce que j'ai le droit de mettre ces croûtons de pain, je ne parle pas des jaunes, des pains, dans mon assiette? Parce que l'assiette est froide. Non, mon assiette, elle est bouillante. Mon assiette de soupe, elle est au-dessus de 65 degrés, ou même, on va dire. C'est un deuxième kiwi, donc il n'est pas considéré comme plat de cuisson. Comme source de chaleur, Comme source de chaleur. d'après tout le monde. Et dans ça, à la fois, il faut toujours se rappeler de tous les avis. Est-ce que c'est d'après tout le monde ou pas? Moi je dirais bien que c'est un mode de cuisson différent. C'est sur la table, Il y a fait. C'est un mode de cuisson différent, donc on a dit tout à l'heure que d'après les Ashkenazim, c'est un problème parce que c'est un... Voilà. Mais tout à l'heure, on a parlé, là il manque des notions, parce qu'on va refaire une petite razara et je reviens tout de suite. Source de chaleur. On continue on repasse à la théorie, à notre razara, j'ai fait une razara bref. Qu'est-ce qui s'appelle source de chaleur? Ça aussi, c'est pas évident. Dans la définition, d'accord, définition de base, c'est changer d'état. Bon, ça, on a expliqué à peu près tous les changements d'état en gros. Ben, en source de chaleur, il y a beaucoup de sources de chaleur. Il y a le soleil, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de cuire au soleil? Cuire au soleil, j'ai le droit? Qui se rappelle? Cuire au soleil. Ouais. Faire une omelette au soleil. Mettre un œuf dehors à 45 degrés. La semaine dernière en Israël, on a atteint les 45 degrés. Donc mettre un œuf dehors, au bout d'un bon petit quart d'heure, il est déjà cuit mon œuf. Est-ce que j'ai le droit? Qui se rappelle? Moi je dirais que non. Alors on a étudié que la source de chaleur qui s'appelle soleil, on a le droit de cuire. D'accord? Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Encore une fois, on se réfère au Mishkan. Le Mishkan, c'était du feu. D'accord? Pour cuire là-bas les graines de peinture. Les fameuses graines de peinture. J'avais oublié. Pardon? J'avais oublié. Ouais. Pour ça qu'on fait Hazara. Révisé. Ouais. Il faut toujours réviser, toujours réviser. Donc le soleil, c'est... j'ai déjà dit une fois dans les cours d'introduction que pour connaître, il faut réviser 4 fois. Si c'est pas 101 fois.
Non, la 5e fois, ça s'appelle qu'on commence à réviser. Jusqu'à 4 fois, ça s'appelle qu'on apprend. Ça, c'est une des règles. Il faut savoir ça. Donc on reprend. Le soleil, c'est permis. On a le droit de cuire au soleil. Ça, très long, ça ressemble pas. C'est pas une source de chaleur feu qu'il y avait au Mishkan. C'est très différent. Dérivé du soleil, exemple, je fais chauffer une plaque au soleil et je la fais rentrer à la maison, je cuis sur cette plaque-là. Ça, c'est un interdit des Chachamim. Pourquoi? Parce que ça ressemble au dérivé du feu. Le feu lui-même, c'est interdit par la Torah. D'accord? Donc, puisque ça ressemble au dérivé du feu, les Chachamim ont fait une barrière et on dit que dérivé du soleil, c'est un interdit des Chachamim. Si vous vous rappelez, un exemple pratique qu'on a parlé des capteurs de soleil, les chauffe-eau qui captent au soleil. Ça s'appelle dérivé du soleil. Bon. Maintenant, on passe aux sources de chaleur qui est interdit. C'est tout le reste. C'est-à-dire, tous les appareils électriques, toutes les plaques chauffantes, toutes les résistances, toutes les flammes, toutes les cuisinières, tout ça, c'est des sources de chaleur qui sont interdites par la Torah. C'est-à-dire que si j'approche de cette source de chaleur et que je transforme quelque chose, je transgresse l'interdit de la Torah de Bishul. Maintenant, tout ça, c'est la source de chaleur elle-même. Si j'ai une marmite qui était sur le feu avec de l'eau bouillante, au-dessus, bien sûr, de, on va dire, 65 degrés d'après tout le monde, et que je l'enlève du feu, donc elle est déjà au-dessus de 65 degrés, ça reste toujours au-dessus de 65, et je plonge quelque chose dans cette eau bouillante. Ça, on n'a pas le droit. Ça reste une source de chaleur. Voilà. Ça s'appelle Kli Rishon, c'est-à-dire premier ustensile. Même que j'ai ce qui est intéressant ici, c'est que même si je l'ai enlevé du feu, je l'ai enlevé de la flamme, la source de chaleur, c'est la flamme. Là, je l'ai enlevé du feu. Et bien, ça reste toujours quand même source de chaleur. D'accord? Ensuite, on a parlé d'un... Donc ça, c'est d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion. On a parlé de la courbe dernière que peut-être que le sel, ça c'est la seule chose où il y aura une différence, que si j'ai enlevé du feu, ça ne cuit pas. Mais c'est rare, parce qu'en général, le sel aujourd'hui, il est déjà cuisiné, donc il n'y a pas de problème de mettre. Donc, à part ça, tout cuit dans un clé-réchaud. Tout cuit dans un clé-réchaud. Un clé, ensuite, on a passé à un autre niveau, on descend de niveau. Qu'est-ce qui s'appelle descendre de niveau? C'est verser du clé-réchaud. Verser, quand je parle de verser, ça veut dire un jet. Et ce jet, il va tomber sur quelque chose que je veux transformer. Exemple, un aliment cru. Exemple, de l'eau qui n'a pas bouilli. Je vais verser dessus. Alors, qui se rappelle? Est-ce que verser d'un clé-réchaud, est-ce que ça s'appelle encore source, est-ce que ça s'appelle source de chaleur ou pas? Alors, toujours la question qui revient. Ouais. Il y a toujours la même question qui revient. Est-ce que c'est d'après tout le monde? Alors sur ça aussi on avait une marloquette. Il y en a qui disent non. Ouais, c'est la fameuse, ça c'est le mot qui... C'est le motto du cours ça, marloquette. Ça marche toujours comme ça là. Il n'y a pas d'alakha sans marloquette. C'est comme ça depuis C'est une des conséquences du galout ça. À l'époque où on avait le Beth Amikdash, on avait le Sanhedrin qui était à côté du Beth Amikdash, il tranchait toutes les marloquettes. Depuis que le Beth Amikdash, depuis le deuxième temple à peu près, ça a commencé les marloquettes. Bon, mais ça c'est un non-sujet ça. Il faudrait expliquer une fois en détail bien qu'est-ce que c'est ce principe. Mais ça c'est toute la halachot. Il y a des choses qui sont claires, qui sont noir sur blanc marquées dans la Torah, il y a des choses noir sur blanc marquées dans la Mishnah, la Gemara, et il y a des choses qu'on commence à faire avec des marloquettes. Parce que c'est pas écrit clairement, donc il y a plusieurs interprétations. Donc maintenant, il y a un avis qui va dire verser, c'est pas une source de chaleur, c'est pas comme dans la marmite. Et il y en a qui disent que verser, ça a la même force, ça n'a pas encore atterri dans un autre clé. Qu'est-ce qu'on fait dans la halakha? Comment on tranche ça? Sur ça, il n'y a pas de discussion. On tranche et on dit que ça cuit une pellicule. On appelle de cette notion de kedeklipa. Ça cuit la pellicule. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une pomme de terre crue et que je verse d'une marmite bouillante au-dessus de 65 degrés d'après tout le monde, et que je verse directement sur
sur cette chose d'aliment cru, c'est un interdit de la Torah de Bichoul, malgré que ça n'est pas cuit entièrement, ça cuit juste de pellicule, mais c'est un interdit de Bichoul, je n'ai pas le droit de verser sur quelque chose de cru. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est la même chose si je verse sur un liquide? Un liquide, bien sûr, qui n'a pas été cuit, d'accord? Un verre d'eau du robinet. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est interdit ou pas? Ça dépend si on a peu ou pas. Ça dépend. Si. Il y a peu de liquide froid ou pas. Ah, très bien. Ça dépend, est-ce que j'ai un peu ou beaucoup? Alors, on commence avec beaucoup et après on va passer avec un peu. Si j'ai beaucoup d'eau froide, c'est-à-dire j'ai un verre d'eau du robinet, Mordechai, ça va, je vais trop vite? Non, non, ça va, c'est parfait pour moi. Ouais, alors, parce que comme c'est des choses qu'on a déjà vues, je vais un peu vite. Arrête-moi si... Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est parfait pour moi. Ok. Donc, si je prends, j'ai mon eau. Donc, j'ai mon eau, j'ai un verre d'eau qui fait bien à majeure partie rempli. Et je mets un peu d'eau chaude dessus, d'eau bouillante. C'est-à-dire, je verse. Le cas pratique, c'est les chauffe-eau de Shabbat. D'accord? Le mecham de Shabbat, où je mets position Shabbat, et que je prends du robinet, que je verse. Lorsque j'ouvre le robinet, c'est directement versé du kli rishon. C'est même mieux qu'un kli rishon. C'est sur le feu. Vous voyez pourquoi c'est sur le feu? Parce que ce mecham là, cette bouilloire d'eau chaude de Shabbat, il y a une grosse résistance en bas. Et la résistance, c'est comme du feu. C'est exactement comme une flamme. Donc c'est sur le feu. J'ouvre le robinet, c'est un jet qui sort directement du kli rishon. Où est-ce qu'il a atterri? Dans mon verre d'eau. Alors ça dépend. Si j'ai beaucoup d'eau froide, alors le fait qu'il y a beaucoup d'eau froide en bas, ça va pas donner, ça va faire perdre la force à ce jet là de cuire. Parce que c'est liquide aussi, ça bouge, c'est pas stack comme un solide. On avait expliqué ça en détail avant. Donc c'est permis. Par contre, si j'ai une petite quantité d'eau en bas, un petit fond d'eau, alors là, nouvelle marloquette. Il y en a qui disent liquide, ça bouge. C'est-à-dire ça frappe et ça bouge directement. Ça n'a pas le temps d'agir et de cuire. Et il y en a qui disent non, étant donné que c'est une petite quantité et que je verse beaucoup d'eau chaude dessus, ça peut faire amener ce fond d'eau à une cuisson. On parle de l'eau qui n'a pas cuit. Donc qu'est-ce qu'on est posé avec la halakha? Étant donné que c'est un interdit de la Torah, donc bien sûr on est mahmir. Et si c'est un petit fond d'eau qui n'a pas été cuit, que je verse directement par un jet d'un kli rishon, ce jet-là, il aura un... Ça dépend. Si c'est solide, alors je prends. Si c'est solide, d'après tout le monde, c'est un problème. Ça cuit qu'il décline pas. Un solide cru, encore une fois, on met les deux notions en même temps. Il faut qu'il y ait une transformation de cru à cuit. Si ma chose elle est déjà cuite et qu'elle est froide, et si j'ai le droit de le mettre dans la marmite, c'est sûr que j'ai le droit de verser de la marmite dessus. Je parle d'un aliment qui est cru, et que je verse directement de la marmite sur cet aliment cru, ça c'est un interdit. Ça cuit une pellicule, qu'elle pas. D'après tout le monde, c'est interdit. Le liquide, c'est différent. Si c'est beaucoup en bas, alors j'aurai le droit de verser. Si c'est un fond, marloquette, on est mahmir, et donc on ne verse pas de l'eau bouillante sur un fond de liquide froid. Clair? Ou j'ai été trop vite? C'est clair. Non, non, c'est clair pour moi. Bien fait. Donc ça, c'est le irouille de kli rishon. En termes d'hébreu, c'est comme ça. Kli, il y a le feu, esh. Il y a kli rishon, c'est l'ustensile qui était sur le feu. Il y a irouille de kli rishon, c'est verser un jet direct d'un kli rishon. Et maintenant, on va passer à la dernière notion, c'est le kli sheni. C'est-à-dire que je verse dans un ustensile sec, froid. D'accord? Que je prends de l'armoire. Et je m'approche de ce fameux robinet là-bas, on va dire, et je remplis maintenant d'eau bouillante. Alors, est-ce que j'aurai le droit de mettre à l'intérieur de ce deuxième ustensile un aliment cru? Qui se rappelle? Dommage qu'on n'entend pas David. Ça en est plus à participer. Donc, il n'y a que Shoshana qui peut répondre. Ah oui, excusez-moi, je zappé la question du coup. On reprend.
À moins que Mordechai était là, non, on n'était pas là, c'est des cours d'avant, ça. Ça, c'est les cours qu'on a fait auparavant. Je reprends. Voilà, j'ai une marmite d'eau bouillante à plus de 65 degrés, on va dire. Et je verse dans un récipient vide et froid que j'ai pris de l'armoire. Donc maintenant, j'ai un récipient vide, froid, qui est rempli d'eau bouillante, en fait, que je viens de verser du klirishon. Donc c'est cliché. Est-ce que j'ai le droit de mettre à l'intérieur de cet aliment, de cet ustensile, un aliment cru? Ah, et Madame Saksik aussi qui est là. Ah, je t'entends mal, je savais pas que tu étais là. Bonsoir. Non. Azma, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dans un cliché? Un aliment cru. Pardon? J'entends mal. Ah, ça, c'est à vous de me dire. Ah, maintenant, c'est pas assez expliqué ça. Il y a encore beaucoup à dire, détailler. Est-ce que ce faradim, c'est permis dans tous les cas? Qui se rappelle? Ah. Bon, alors je répète. Il a fait. Bon, je répète pour ceux qui n'ont pas été pas là ou ceux qui n'ont pas quand même compris. Je reprends, je ferai en bref. Si j'ai un cliché, c'est-à-dire que c'est le cliché, c'est-à-dire traduction, un ustensile vide et froid, et que je verse dedans le contenu d'un klirishon bouillant qui était sur le feu. Est-ce que ça cuit ou ça cuit pas? Alors on a vu comme ça. Théoriquement, mais d'après tout le monde, ça cuit pas. Kli, sheni, eno, mevachel. Ça cuit pas. Donc entre termes, dans notre terme à nous, c'est pas une source de chaleur le kli, sheni. Enfin, quand je parle de kli, sheni, c'est pas la matière, c'est bien sûr l'eau bouillante. L'eau bouillante, c'est une source de chaleur. Mais l'eau bouillante qui était dans le klirishon, tout à l'heure, c'était une source de chaleur. L'eau bouillante qui est un jet d'un klirishon, c'est une source de chaleur. On a vu Marloquette, mais on tient que, bien sûr, que c'est une source de chaleur. Dès que ça atterrit dans un ustensile froid et sec, d'accord, froid, bien, normalement, c'est plus une source de chaleur. Ça ne cuit pas. Pourquoi ça ne cuit pas? Parce que les parois, ils n'ont pas été sur le feu. Et donc ça n'a pas la force de cuire. Comme ça, la Gemara a dit clair, blanc sur blanc. Kli, sheni, eno, mevachel. Seulement, il faut savoir qu'il y a des exceptions. C'est quoi les exceptions? Les fleurs de sel. La fleur de sel. La fleur de? Le sel cru. Le sel cru. Pourquoi le sel cru? On ne peut pas le mettre dans le cliché. Non, tout à l'heure on a dit que le sel cru, même dans un klirishon, on peut le mettre. À Four, le sel c'était une exception à l'inverse total. Le sel. Ah non, c'est le poivre. Voilà, le sel naturel, il est dur à cuire. Mais c'est le poivre. Alors le poivre. Le poivre, qu'est-ce qu'il a le poivre? Et le poivre, c'est une crème écrasée. Alors, en effet, le poivre, quand je mets dans une assiette, ça s'appelle klisheni. Est-ce que ça cuit le poivre ou pas? D'après la Gemara, klisheni et non mevachel, ça ne cuit pas le poivre. Le poivre, c'est quelque chose de cru, c'est vrai. Si je mets ça dans la marmite, c'est l'exemple qu'on avait donné dans le cours la dernière fois. Mettre du poivre dans une marmite bouillante, c'est interdit de bichoul. Le poivre, il est cru. On avait fait la différence entre le sel et le poivre. On va rester sur le poivre. Le poivre, c'est cru. Quand je vais mettre du poivre dans ma marmite bouillante, cuire et chaud, ça s'appelle cuire. Mais cliché-ni, c'est pas mes vachelles. Donc, c'est permis de mettre du poivre. Donc, c'est quoi les exceptions? Pardon? C'est quoi l'exception? L'exception, c'est, on avait parlé, si vous vous rappelez, du poisson qui a été salé. Ah oui. Le fameux poisson salé. Le saumon qui cuit Voilà. les aliments qui cuisent très vite. Voilà. Ou bien, par exemple, l'œuf. Que ça, hein, c'est vrai que c'est un cliché, mais étant donné que ça cuit très vite et un petit peu d'eau, ça cuit, là, c'est interdit, Mishum et Vachel. Donc ça s'appellera aussi source de chaleur. Pour quelques exceptions, la majeure partie des choses qui sont crues, ça ne cuit pas dans un cliché. Mais il y a quelques petites exceptions qui cuisent très vite.
Et donc, ce sera interdit. L'exemple, et là, on avait donné une définition qui est très importante. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie ou pas? C'est très simple. C'est si je mets de l'eau froide et que ça change d'état, alors là, c'est pas la chaleur qui a fait cuire, c'est juste parce que c'est en train de se dissoudre. Donc c'est pas ça qui a fait changer d'état. C'est quoi? Si j'ai quelque chose que par le froid il ne change pas d'état et par un petit peu de chaleur il change d'état, alors là on rentrera dans la mélacha de bichoul et ça sera interdit même dans un kli-sheni. Pourquoi? Parce qu'il lui faut à peine de chaleur. Le cas de la Gemara, c'est un poisson qui est très 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 salé et il lui faut à peine un peu de chaleur. Même si je verse d'un kli-sheni, ça lui suffit pour être mangeable. Et... Voilà, un œuf aussi, pareil. Donc ça, c'est des choses, on avait parlé des choses qui sont pré-cuites, comme ça, des soupes instantanées, pré-cuites. Que ça suffit de mettre à peine un peu de chaleur. Si je mets de l'eau froide, ça ne change pas. Si je mets à peine un peu de chaleur, ça change. Donc là, c'est un interdit de bichou dans ce cas de figure de calé bichou. Même pour... Donc voilà, ça c'est comme ça, je reprends. Théorie, kli-sheni, c'est pas une source de chaleur. Pour les choses qui cuisent très vite, ce serait une source de chaleur et ça serait interdit. Maintenant viennent les Sfaradim et les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, on a le droit de tout mettre dans le kli-sheni, à part ces deux exceptions là qu'on a dit. Mais pour les Ashkenazim, on ne met rien dans un kli-sheni. Pourquoi on ne met rien dans un kli-sheni? On fait une barrière. C'est une barrière pour dire que, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui cuit vite, qu'est-ce qui cuit pas vite. Donc on ne met rien dans un kli-sheni d'après les Ashkenazim. Ça s'appellera une source de chaleur, même si théoriquement ce n'est pas une vraie source de chaleur. Mais étant donné qu'il y a quelque chose qui cuit, donc on va considérer de manière ilchati que c'est une source de chaleur. On n'a rien droit de mettre, d'après les Ashkenazim, dans un kli-sheni. Il y a quelques exceptions, on va voir par la suite dans les cas pratiques. Et... Clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Bien fait. Maintenant, tout ça, on referme la parenthèse de théorie, on revient à nos croutons. Ouais, on va payer des croutons. J'ai demandé comme ça. Est-ce que j'ai le droit de mettre des croutons dans une assiette de soupe bouillante? Quand je parle d'assiette, c'est-à-dire que la soupe elle était dans une marmite et j'ai versé de la marmite dans mon assiette. Assiette de service. Froide et qui n'était pas sur le feu. Est-ce que j'ai le droit de mettre des croutons dans cette assiette? Oui? Ça dépend si c'est ça dépend des marloquettes ou comment? Il a fait entre qui et qui? Entre les séparades et les ashkenazim. Il a fait combien on a de marloquettes dans notre cas, nous? Là, mettez en pratique tout ce qu'on vient de voir maintenant en théorie. Venons, on analyse ensemble. Venons. Pardon? On a? C'est-à-dire, premier sujet. Est-ce qu'ils sont cuits ou crus déjà à la base? Alors d'abord, bien sûr, les croutons, ils sont cuits. Non, mais est-ce qu'ils sont frits ou pas? Ah, je parle des premiers croutons. Il a fait. Voilà. Mais ça dépend du mode de cuisson. Il a fait. Parce que quand je mets dans de l'eau bouillante, je change de mode de cuisson. Donc ça, d'après les Ashkenazim, c'est interdit. D'après les Sfaradim, c'est permis, on a dit. D'accord? Mais là, je suis en train de traiter dans mon assiette. Tout à l'heure, on a parlé de la marmite. Alors, même dans l'assiette, d'après les Ashkenazim, j'aurais pas le droit parce qu'on met rien dans le kli-sheni. Et d'après les Sfaradim, on a le droit. Donc, on a deux sujets de marloquet dans un même cas. Changement d'état, changement de mode dans un kli-sheni. Les Ashkenazim, kli-sheni, on met rien dedans. Et pour eux, changer de mode, ça s'appelle cuire, même si c'est déjà cuit. Donc je n'aurais pas le droit de mettre ces croutons dans mon assiette, d'après les Ashkenazim. Tandis que d'après les Sfaradim, on a double raison de mettre. Premièrement, c'est déjà cuit. Changer de mode, ça ne s'appelle pas changer de mode. Et en plus, il s'agit d'un kli-sheni. Kli-sheni, l'homme vachel. Donc un Sfarad, il aura le droit de mettre ses croutons dans l'assiette. Et un Ashkenaz, il ne pourra pas mettre ses croutons même dans l'assiette. Le kli-sheni, bien sûr, on parle de, c'est au-dessus de Yad Soledet Bo, comme on va.
C'est-à-dire au-dessus de 45 degrés. D'accord? Sinon, c'est moins 45, on ne parle pas. C'est pas du tout source de chaleur, il n'y a pas à discuter. Il a fait... Top. Encore un autre cas pratique. Et je crois qu'on va s'arrêter là avec ça aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je dois terminer à 9 h précise aujourd'hui. Donc on va terminer avec ce cas. Et en fait, aujourd'hui, c'était prévu de parler du thé et du café. Mais je vois qu'on va pas avoir le temps de parler de ça aujourd'hui. Donc on va laisser ça Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Alors, il nous faudra un bon cours pour comment on fait un thé et comment on fait un café le jour du Shabbat. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de café, il y a beaucoup de sortes de thé. Il y a du thé en feuilles, il y a des thés en sachet, il y a du thé en essence, il y a le café soluble, il y a le café turc, il y a toutes sortes de café et toutes sortes de thé. Donc il faut savoir comment... Pardon? Il y a le café réchauffé aussi. Le café quoi? Réchauffé. Réchauffer un café, ouais, pourquoi pas aussi, c'est intéressant. Il y a le café soluble, il y a le café en grains, il y a beaucoup de sortes de café, de thé, et comme on ne peut pas, même la journée du Shabbat, on ne peut pas commencer sans un café aussi, donc il faut savoir comment on fait un café et un thé le jour du Shabbat. Et en fait, c'est mettre en pratique toute la théorie qu'on a vue pendant tous les cours d'avant. Donc ça la semaine prochaine. Ezrat Hashem. Donc on termine avec un cas pratique. Donc on est avec le cas du couscous. Alors quand je parle du couscous, je parle d'un vrai couscous, ouais, pas le couscous au micro-ondes. Je parle de couscous comme les grands-mères ils le font, avec la couscoussière au-dessus de la... Et bien roulé dans l'huile à l'eau. Hein? Bien roulé et ensuite la vapeur. Voilà, la vapeur. Alors, ça c'est un pot sec algérien, c'est un grand pot sec algérien qui s'appelle le Rabbi Yehuda Ayash. Tu as dû connaître. Un grand pot sec d'Algérie qui parle du couscous. Et il dit en fait, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas il dit que le couscous, quand on le fait à la vapeur, il n'est pas toujours cuit. Il n'est pas cuit totalement. Pour terminer sa cuisson, il faut verser le bouillon dessus. C'est vrai. C'est vrai? Je confirme, c'est vrai. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de ça. Quelqu'un qui fait sa cuisson, d'accord, qui fait son couscous en haut cuit à la vapeur avant Shabbat. Est-ce que, donc vendredi soir arrive, et comme ça il met ça sur la plata, son couscous et tout, il n'a pas versé de bouillon. Est-ce que Shabbat il pourra verser le bouillon sur son couscous? S'il est cuit au 3 quarts au moins. S'il est cuit au 3 quarts au moins. Alors essayez de mettre en pratique tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir. Est-ce que si la définition de Bichoul, toutes les questions, il faut toujours revenir aux définitions. On a dit c'est source de chaleur, transformation. Transformation, on a dit, quand est-ce que ce sera permis? Lorsque l'aliment il est totalement cuit. Est-ce que mon couscous à la vapeur il est totalement cuit? Il est aux 3 quarts de cuit en général. Donc il n'est pas cuit totalement. Qu'est-ce qu'il lui faut? Ouais. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il arrive à une cuisson totale? Quelle source de chaleur il lui faut pour qu'il arrive à une... La vapeur d'eau. Non, la vapeur d'eau, ça c'est comme ça qu'il a été cuit. Mais pour qu'il se termine sa cuisson totale, qui s'appelle cuit kol sorko comme il faut, il lui suffit même un petit peu de bouillon chaud, il devient mangeable, comme il faut. En versant le bouillon, on a dit tout à l'heure, en versant le bouillon de légumes, il tombe les graines, elles commencent à devenir pleinement mangeables. Donc là, à quoi ça ressemble? Ça ressemble... Pardon? Ça ressemble au kalé à bichoul, qu'on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire des choses qui cuisent très vite, comme l'œuf, comme le poisson salé. Puisque un petit peu de chaleur, ça rend le grain mangeable. Pardon? Une question? Non. Sauf qu'il est quand même déjà mangeable avant de verser le bouillon. C'est vrai qu'il est mangeable, mais est-ce qu'il a atteint... Il est mangeable. Manger sans le bouillon. Voilà. Mais la question elle est, est-ce que ces grains, ils ont atteint la cuisson totale? Presque. Presque. Mais la question, est-ce que c'est total? On a dit dans la définition que cuire... On peut savoir.
Pardon? Comment peut-on savoir si c'est total? Eh bien, comme ça, le Rabbi Yehuda Aya, je crois que c'est comme ça un rave en Algérie, s'il connaissait bien le couscous. Non, je sais pas, Ah bah oui, parce qu'on fait que ça. Hein. peut-être qu'il y a d'autres modes de faire le couscous, je sais pas. En tout cas, lui, il dit comme ça. Donc c'est pour ça que je sais pas, ce que je suis en train de dire, c'est pas forcé dans tous les couscous. Mais apparemment, quand c'est fait à la vapeur, les grains, ils sont encore durs, ils sont pas encore totalement mous, totalement cuits à point. C'est pour ça qu'on les fait griller dans le four aussi avant. Ça, je sais pas, ça. Mais en tout cas, ça n'a pas atteint sa cuisson Les totale. parents avant de le mettre sur le couscoussier. C'est Les po- premières cuissons. c'est possible, ça c'est voir des moyens pour résoudre le problème. Moi je parle comme ça. On va parler d'un cas, quelqu'un qui fait un couscous à la vapeur et que les grains n'ont pas atteint la cuisson totale. En mettant le bouillon des légumes dessus, là ça réchauffe un peu et ça les cuit totalement. Ça c'est un interdit de la Torah de Bichoul. D'accord? C'est comme si l'histoire de l'œuf, l'histoire de caler à Bichoul, peu importe le degré de chaleur, peu importe même si je verse d'un cliché, ça rend le couscous mangeable. Donc ce petit étape, par exemple, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, si je mets de l'eau froide sur ces graines, est-ce que les graines elles vont arriver à la cuisson totale? Non, il faut de l'eau chaude. Donc ça c'est un exemple clair des exceptions de choses qui cuisent très vite et donc ça sera un interdit de bichoul. Donc ça il faut savoir ce cas-là. Dans ces couscous-là, il faut ou bien mettre le bouillon avant Shabbat dessus, ou bien chercher des moyens techniques de mettre dans de l'eau bouillante, je sais pas, chercher des moyens techniques pour que ces graines, ils arrivent à une cuisson totale. Si ça n'arrive pas à une cuisson totale, c'est pas encore fini de cuire, et je termine la cuisson avec cette source de chaleur qui est le bouillon de légumes. Ça c'est un cas pratique, il faut savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce cas, ça peut arriver. Donc ça répond exactement aux exceptions qu'on a vues de Calais à Bichou. Voilà. On va s'arrêter là ce soir. Et Claire, il y a des questions? Non, on va faire un bon couscous maintenant. Ah. Donc, la semaine prochaine, on terminera, on parlera du thé et du café, comme on a dit.